Bonjour à tous et à tous. Donc, une deuxième émission avec M. Christian Tremblay, bénévole du réseau Tara Québec. Est-ce que vous pourriez, M. Tremblay, nous résumer la première émission que nous avons eue il y a quelques semaines? Oui, d'accord. Alors, effectivement, je pense que c'était avant les fêtes que nous avons eu le plaisir d'être, et je vous remercie encore de votre invitation. Alors, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, rapidement, c'est une méditation qu'on appelle, une méditation de groupe qu'on appelle de transmission, donc la méditation de transmission. Mais bien comprendre ce que c'est que la méditation de transmission, il faut le relier à d'autres événements. Mais pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la première émission, je peux dire un petit mot sur le réseau Tara. Alors, c'est un organisme sans but lucratif composé de bénévoles qui diffuse de l'information par tous les moyens, par un site web qu'on nomme taraquebec.org. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, ce sera là. Et sur les sujets dont je vais faire le résumé qu'on a abordé à la dernière émission. Il y a des journaux, il y a des livres, etc. Alors, par ce site-là, les gens peuvent s'inscrire, poser des questions, donner leurs commentaires, recevoir par la poste les livres ou de savoir où se les procurer. Des livres qu'on veut le plus en plus accessibles. Alors, l'objet de nos messages ou de nos conférences, lorsqu'on organise des conférences, c'est de nous parler du retour des grands sages. Autrement dit, la plus belle histoire depuis 2000 ans. Alors, on est dans une période vraiment faste, dans le sens que nous passons de l'ère du poisson à l'ère du Verseau avec des nouvelles valeurs qui vont carrément changer le visage de l'humanité vers la création d'une nouvelle civilisation, avec le concours de ces sages-là dont on a parlé la dernière fois, qui viennent et qui vont se présenter à l'humanité, qu'on va recevoir et avec qui on va avoir le plaisir de travailler comme guide, et qui nous inspireront pour que nous entrions avec les nouvelles valeurs qui vont faire en sorte que l'ère du Verseau, dont les valeurs changent et qui sont maintenant et qui vont s'imposer comme étant des valeurs de partage et de coopération et de conscience de groupe, vont remplacer les valeurs qui étaient les bonnes mais qui ne sont plus d'actualité, qui ont été celles de l'ère du poisson. C'était le développement des personnalités, donc qui ont mis en lumière des traits qui nous ont montré le chemin dans tous les domaines, autant les grands hommes politiques, les grands hommes dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la spiritualité. Mais maintenant, on va prendre ce travail-là, on va le développer davantage et on va le mettre en commun. Alors, donc, ce sera l'énergie de l'ère du Verseau. Alors, donc, c'est un travail très concret. Absolument. Il faut toucher tous les points sociopolitiques et économiques, de sorte qu'on ne peut pas, par exemple, parler d'une chose et faire autre chose. On ne peut pas dire une chose et faire autre chose. Alors, il faut être logique avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, parmi les nouvelles valeurs, on va parler d'être honnête, c'est-à-dire de penser, de dire et de faire la même chose, et non pas de faire des choses qui seraient contradictoires. D'être sincère dans notre démarche, c'est-à-dire d'être soi-même, d'être ouvert. Ce que d'ailleurs je demande à vos éditeurs encore une fois aujourd'hui, c'est d'être ouvert à un nouveau modèle comme réflexion, comme intérêt, et qu'effectivement, avec les libres arbitres qui est la toile de fond de tout le monde, qui puisse évidemment se prendre se faire une opinion en n'imposant rien. Oui, j'imagine que pour certains téléspectateurs, ce que vous amenez est, disons, une vraie nouvelle. Oui, c'est pour ça que le sujet de notre émission précédente s'appelait « La plus belle histoire depuis 2000 ans », c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive avec cette nouvelle histoire-là, c'est-à-dire que ces êtres entrant dans le nouveau cycle pour nous aider à faire le pas qui s'en vient parce qu'on doit laisser, mais quoi prendre en alternative, vont nous guider vers ce pas-là. Alors, c'est leur présence parmi nous. Alors, c'est cet événement-là qu'on appelle la plus belle histoire. Évidemment, avec l'effet que ça va avoir, c'est-à-dire que lorsque ces gens-là vont se présenter à l'humanité, tous les gens vont les connaître en même temps et ils vont nous inspirer et on va les recevoir. Donc, chaque être humain, comme je l'ai expliqué la dernière fois, va recevoir à un moment donné, lorsque celui qui est le seigneur, le maître ou le plus grand sage, je ne sais pas comment l'appeler, enfin ces êtres que moi j'appelle spirituels vont se présenter en premier maître-ayant. Lorsque lui va se présenter à l'humanité, tous les êtres humains vont recevoir son message en même temps. Alors personne ne sera indifférent.
Et la plupart vont être d'accord à cheminer avec ces gens-là, d'accepter leurs idées, ces idées, et effectivement, par la suite, peu de temps après, ça aura eu un impact tellement important que les changements vont se faire relativement rapidement. Et pour ce faire, voilà le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, oui. Ce que ces gens-là ont souhaité, c'est qu'une énergie soit envoyée à l'humanité de plus en plus pour aider ces changements-là. Pour que ça se fasse en douceur, mais avec une conscience qui est propre à chacun. Parce qu'évidemment, la démarche doit se faire d'abord individuellement, et si tous et chacun est prêt au changement, tout le monde, évidemment, le changement va se faire de façon plus facile et plus rapide aussi, parce que c'est ce qu'on doit faire, parce que si on regarde là où va l'humanité actuellement, il n'y a aucun doute qu'il y a des changements requis. Alors, on n'entrera pas dans les détails. Alors, ce que les maîtres, ce que ces sages-là ont suggéré, c'est-à-dire, c'est une nouvelle forme de méditation. Alors, ça nous vient de Benjamin Clem, dont on parlait la dernière fois. Alors, Benjamin Clem travaille à présenter le nouveau monde qui s'en vient, le nouveau paradigme, apporte une information qui est de dire un peu ce que ces gens-là vont enseigner, vont présenter à l'humanité. Alors, parmi ces changements-là, évidemment, il y a ce qu'on appelait les nouvelles valeurs, l'ère du Verseau, ce que ça comporte, c'est sûr. Lui est informé directement par télépathie, il est en communication avec ces gens-là qui lui permettent effectivement de nous faire des prophéties, de nous donner une idée de ce qui s'en vient. Et lui-même a fait connaître donc déjà en 1974 cette nouvelle forme de méditation qu'on appelle la méditation de transmission, qui est une méditation de groupe. Donc au départ, je dois vous dire que ce n'est pas une nouvelle méditation personnelle. Ça ne remplace pas tout type de méditation que vos éditeurs peuvent faire actuellement. En général, ceux qui méditent le font tous les jours, par exemple. Ils s'arrêtent pendant un certain temps, utilisent une technique ou une autre, et l'objet de cette méditation-là, c'est d'être carrément en contact avec son âme, c'est-à-dire de revenir à notre plan et de voir si ce que l'on réalise est en conformité avec notre désir qu'on a eu au tout début de notre vie. Là, vous parlez de la méditation que les gens pratiquent d'une façon personnelle. C'est ça. Cette méditation-là, pour moi, l'objectif de la méditation personnelle, c'est une démarche personnelle, il va s'en dire. Tandis que celle dont je propose maintenant, c'est une méditation de groupe. Donc, par définition, il faut être en groupe. Et l'objectif est différent. Cet objectif-là, c'est de recevoir l'énergie que ces êtres-là nous envoient. Ils nous en envoient tout le temps et partout, mais particulièrement aux gens qui pratiquent cette méditation-là, parce que l'énergie qui est envoyée, c'est une énergie plus intense, si on veut. Et le fait qu'on soit en groupe, on est capable de la recevoir, et par nous, elle est diffusée de façon plus facile à travers l'humanité. Donc, ceux qui la pratiquent n'ont qu'un rôle de transmission, c'est-à-dire de transmettre l'énergie qu'il y a. Ils n'ont pas un rôle de direction. D'où le titre « Méditation de transmission ». De transmission. Alors, Benjamin Clem l'a fait connaître en 1974. Maintenant, elle est pratiquée, selon lui, dans plus de 80 pays. Il y a plusieurs groupes au Québec. Il y en a un aussi dans la région. On vous donnerait des références à la fin de l'émission. Et les gens qui commencent à méditer n'ont aucune obligation de méditer à chaque semaine, mais en général, la régularité, c'est une fois semaine. Il y en a qui méditent plus qu'une fois semaine, mais déjà, si les gens prennent un certain temps pour méditer une fois semaine, c'est un bon rythme. Mais il n'y a aucune obligation de se faire. La seule obligation, de façon pratique, c'est là où ça se passe, c'est toujours dans une résidence. La personne qui nous reçoit, évidemment, ouvre sa porte à chaque semaine à l'heure prévue, mais ne sait pas combien de personnes viendront parce que chacun est libre de venir ou non. Alors, évidemment, plus on est nombreux, plus la méditation est efficace. Alors, donc, méditation de groupe, quel est le nombre minimum? C'est 3 personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie fonctionne par triangle. Alors, donc, il faut d'abord qu'il y ait un premier triangle qui se forme, donc 3 personnes. Et s'il y a plus de 3 personnes, 4 et 5, bien là, il y a plusieurs triangles. Alors, les triangles, mais c'est toujours des triangles, s'ajoutent.
Alors, imaginez-vous que si vous êtes 100 personnes à méditer, bien là, vous avez des centaines de triangles, parce qu'une personne est en triangle avec tous les autres qui sont là. Alors, et c'est quoi l'effet de ce concept de triangle? de triangle. C'est que l'énergie est distribuée de cette façon-là. Alors, par les triangles. Alors, plus il y a de triangles, plus il y a d'énergie qui peut être envoyée. Et plus on médite longtemps, plus évidemment cette énergie-là est envoyée longtemps. Donc, autrement dit, l'intensité croît avec l'usage, si on veut. D'accord. C'est directement proportionnel. On médite le temps qu'on veut aussi. Donc, évidemment, on débute à un moment précis et chacun quitte à volonté. Alors, s'il y en a qui, qu'importe le temps qu'ils veulent, quittent, et si les autres continuent parce qu'ils veulent continuer, sans déranger, on quitte. Et la méditation s'arrête lorsque la dernière personne, évidemment, arrête de méditer. Alors, on peut commencer à 3 et plus, mais même si à un moment donné, il n'y resterait que 2 personnes, une personne, la méditation peut se continuer. Alors, c'est pas nécessaire d'être 3 pour terminer également. Et est-ce que les gens qui viennent pour la première fois, qui font ce type de méditation-là, est-ce qu'il y a des prérequis? Qu'est-ce que ça demande? Je comprends. Il n'y a aucun prérequis, dans le sens que même pour ceux qui ne font pas de méditation personnelle, c'est pas un acquis. C'est un acquis, oui, mais je veux dire, c'est pas un prérequis. Effectivement, c'est ouvert à tous. La seule restriction, c'est qu'on dit que les enfants n'auraient pas la capacité de faire d'arriver à faire une concentration suffisante pour qu'ils puissent être vraiment en méditation. Donc, on a évalué que l'âge de 12 ans, c'était l'âge minimum pour méditer. Alors, donc, toute personne de moins de 12 ans, mais c'est la seule restriction. C'est certain que celui qui, plus vieux, adulte, aurait de la difficulté à se centrer ou que ça peut lui nuire de faire ça, je ne le vois pas, mais c'est à chacun de voir si, évidemment, il le désire. Mais c'est certain que la personne qui n'aurait jamais médité, elle n'aura pas, si vous voulez, l'énergie pour rester longtemps en méditation, parce que plus on médite, plus on est capable de méditer longtemps et plus on est capable de se centrer. Alors, la difficulté, c'est toujours de se centrer. Donc, il n'y a pas de prérequis, sauf ce que je viens de vous indiquer. Et celui qui a fait une méditation personnelle, ben, le fait d'être capable de rester centré en faisant une méditation personnelle, ça va être la même façon de faire pour faire la méditation de groupe. Parce que les gens qui font de la méditation personnelle le font aussi en groupe. Ben, c'est-à-dire que chacun peut le faire. Il y en a effectivement qui le font en groupe, vous avez raison. Mais c'est une méditation personnelle parce que chacun, on peut la faire en présence d'autres personnes, mais l'objectif, c'est de se relier avec soi-même. D'accord, tandis que l'objectif est différent dans la méditation de transmission. L'objectif, c'est de comprendre qu'on reçoit de l'énergie. Qui nous envoie l'énergie, c'est les sages dont on parlait et qui ont pour tâche de nous envoyer de l'énergie par laquelle qui chemine à travers nous et qui est distribuée là où ces gens-là qui nous l'envoient désirent que cette énergie-là soit distribuée. Donc, on a un rôle, encore une fois, que de transmission. Donc, qui fait cette démarche-là? Ce sont ces sages-là, ou ces êtres, ou certains vont appeler les maîtres, qui envoient cette énergie-là, qui circule à travers nous, par nos chakras, et qui est distribuée à l'humanité. Alors, plus il y a de groupes qui méditent dans le monde, plus il y a de l'énergie qui est envoyée un peu partout dans le monde. Et effectivement, il y a des centaines de groupes qui existent déjà dans le monde, dans plus de 80 pays, et qui font exactement la même chose. Alors, les individus qui acceptent de faire cette méditation de transmission, est-ce que ça demande beaucoup de concentration de la part des gens là, qui veulent participer à la méditation de transmission? C'est certain que ça demande de la concentration. Mais ce n'est pas impossible. Autrement dit, quelqu'un qui n'aurait jamais médité peut faire de la méditation de transmission parce que la technique est simple. Je vous en parle tout de suite. Il suffit de se centrer au centre ajna. Où est le centre ajna? C'est le point qui est situé ici, entre les deux sourcils. Donc, certains pourraient penser le troisième œil, pour ceux qui connaissent un peu la chose, mais c'est pas ça. C'est le point, le centre ajna, qui est appelé du côté oriental, c'est le nom qu'on donne, le centre ajna. Donc, le point est situé vraiment à la surface du crâne, entre les deux sourcils. L'idée, c'est, évidemment, on ferme les yeux et on se centre là.
Et pour s'aider à se centrer là, pour être centré là, et c'est en étant centré là, on est en méditation, par définition. Alors, c'est simple. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas toujours centré là. Alors, c'est de se recentrer régulièrement. À un moment donné, on se rend compte qu'on pense à quelque chose, etc. Donc, il faut que notre mental, c'est lui qui nous fait penser à toutes sortes de choses, ne nous dérange pas. Alors, pour ça, on demande au mental de nous dire centrons-nous ici. Mm-hmm. Alors, pour ce faire, il y a un petit truc aussi, en plus de la technique dont je parle, qui est de se centrer au centrage là, c'est de penser le son Om, qui est un son sacré que sûrement vos auditeurs ont déjà entendu. Om, Waom, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire de répéter intérieurement ce son-là, mais de le penser. Pourquoi penser? Parce qu'on occupe notre mental en disant notre mental pense Om. Alors, il pense Om. Comment on pense Om? Non, on pense Om. Ça, on pense Om, mais on pense à cet endroit-ci. Mm-hmm. Donc, on pense. Le fait de penser Om, déjà notre mental est occupé. Donc, il ne nous fera pas penser à ce qu'on doit acheter demain matin, à ce qu'on doit faire. On le force à penser Om. À autre chose qu'à la liste d'épicerie, par exemple. Exactement. Et en ce faisant, lorsque vous pensez Om, automatiquement, c'est la même chose pour tout le monde, on est centré ici. C'est simple. Alors, on pense Om, on est centré là. On pense à se centrer là, on ne pense pas à autre chose. D'accord. L'idée, c'est de rester centré. Donc, on reste centré 1 minute, par exemple. On débute, c'est facile, 1 minute. Oups, on se rend compte qu'on déjà on pense à autre chose. Oups, on repense, on se recentre là. Et plus on médite souvent, plus on n'a pas besoin de se recentrer, où les espaces de temps sont plus longs entre un autre recentrage, si vous voulez, de se recentrer là. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est capable de méditer 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et pour ceux qui sont vraiment habitués, ils vont se centrer pendant 2 heures. Évidemment, ils ne feront pas 2 heures sans se recentrer, mais ce que je veux dire, ils vont pouvoir se recentrer peu de temps, peu de fois, et réussir à méditer 2 heures. D'accord. Est-ce que la respiration a un rôle à jouer dans la méditation de transmission? Certains peuvent dire qu'il y a un rôle, certains n'y accordent pas d'importance, c'est au gré de chacun. Alors, par exemple, si quelqu'un, dans sa méditation personnelle, utilise cette technique-là, au départ, à tout le moins, de prendre de la respiration, de faire une pause entre l'expire et l'inspire, peuvent utiliser cette technique-là. Mais c'est surtout au début qu'on peut l'utiliser. Après, on n'a pas à faire ce travail-là en particulier. Par contre, si quelqu'un, ça aide cette personne-là à se recentrer, ben, pourquoi pas. Mais vraiment, compte tenu qu'on sait qu'on doit se centrer encore une fois au centrage-là, ben, c'est ce point-là qui doit être notre objectif, c'est de se centrer là, plutôt que la respiration, pour vraiment être en méditation. Et évidemment, ça c'est la technique pour se centrer, mais évidemment la toile de fond, c'est d'être dans l'esprit qu'on demande aux gens qui font cette méditation-là, d'être, c'est-à-dire de croire, ou du moins d'accepter l'idée qu'il y a des gens qui sont des êtres qui ont un grand développement spirituel, qui ont atteint un niveau important et qui ont pour mission de nous envoyer cette énergie-là, qu'importe le nom qu'on donne à ces gens-là. Et qu'on entre dans ce service-là, de rendre à l'humanité, de laisser passer l'énergie à travers nous pour que ce soit au bénéfice de l'humanité. Et quand vous parlez de ces gens-là, est-ce que vous voulez parler des sages que vous avez mentionnés là, auparavant? C'est ça. Alors, j'ai parlé à la première édition qu'il y en a qui se présentent à l'humanité, qui sont déjà incarnés et qui sont là, et qui travaillent déjà et qui vont se présenter bientôt. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas parmi les gens qui travailleront physiquement présents avec nous et qui resteront à l'état où ils sont, c'est-à-dire moins connus dans un espace qui ne sera pas visible, pas en tant qu'être physique, et qui ont pour tâche d'envoyer cette énergie-là. Donc, le groupe de ces êtres-là est assez important pour que, évidemment, le travail soit diversifié. Et c'est de ces gens-là qui manipulent cette énergie-là, dont aussi ceux qui seront avec nous, qui ont ce pouvoir-là, que le travail de la méditation de transmission se fait. Donc, cette méditation-là, ce n'est pas seulement pour la période dans laquelle on est, évidemment davantage parce qu'on sait les changements qui s'en viennent, puis on veut que ça se fasse rapidement et aussi en douceur, mais on sait aussi que cette méditation-là sera pratiquée pendant tout l'ère du Verseau, donc pendant plus de 2000 ans,
ça sera quelque chose qui sera connu à travers le monde et que beaucoup de gens feront cette méditation. J'aurais une question. Est-ce que les méditants, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Est-ce qu'il est question de médiumnité ici? Non, on ne parle pas de médiumnité. Non. Ce que les gens ressentent, c'est effectivement de l'énergie qui circule. Pour ceux qui sont sensibles, mais même si on n'a pas cette sensibilité-là, c'est pas important. On ne peut pas dire, par exemple, « Ah, moi je ne ressens rien, il n'y a rien qui se passe, donc ça veut dire que cette méditation-là n'a pas, atteint ses objectifs. » On peut ne pas ressentir l'énergie comme telle. Là. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Benjamin Clem, dont je parlais tout à l'heure, quand il donne ses conférences, j'ai eu l'occasion de citer certaines de ses conférences, et il invite les gens le lendemain ou à une période différente de faire une méditation de transmission. C'est lui qui la dirige, ou du moins qui est le présent. Et compte tenu qu'évidemment, lorsqu'il donne des conférences, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est la même chose pour la méditation de transmission, on est très nombreux. Et lorsque cette méditation-là se fait, et compte tenu qu'on est très nombreux, moi, personnellement, je peux vous dire que j'ai ressenti beaucoup d'énergie, que je ressens moins lorsque je suis dans un petit groupe au Québec, il est certain. Alors, je peux vous dire que oui, il y a beaucoup d'énergie qui passe, et plus on est nombreux, encore plus d'énergie qui circule. Et à ce moment-là, Benjamin Clem, en plus d'être présent puis de permettre que ces énergies-là circulent, parce qu'on peut penser que à l'intermédiaire de Benjamin Clem, ceux qui envoient de l'énergie en envoient davantage parce que le groupe est plus important. Il reçoit aussi l'information de savoir quel type d'énergie circule. Alors, quand on est avec lui, il nous dit, c'est tel type d'énergie qui vient. Et puis après un moment, toujours dans le cadre de la même méditation, il nous dit, là, c'est telle autre énergie. Et vous sentez la différence d'énergie. On n'est pas en mesure de dire, voilà, là, je ressens telle chose, ça veut dire que c'est telle type d'énergie, on ne s'en souvient pas, on ne peut pas faire le lien. Mais chose certaine, c'est qu'on sent que la vibration qui passe à travers nous est différente. Et effectivement, on sent différente, puis peu de temps après, Benjamin Clem lui dit, maintenant, c'est tel type d'énergie. Alors, c'est à ce point-là. En plus de sentir l'énergie, on sent différents types d'énergie. Alors, un méditant qui ne sentirait pas cette énergie-là contribue au travail là, des... Contribue autant que les autres au travail. Parce que, évidemment, on peut penser que si on n'est pas habitué à méditer, on va peut-être ressentir un peu moins, donc il ne faut pas s'en faire. Mais plus on médite souvent, alors quelqu'un, par exemple, qui prendrait l'habitude d'aller méditer à chaque semaine, je suis certain qu'après quelques mois, il va être plus sensible, il va plus ressentir qu'au début. D'accord. Et ma deuxième question était au sujet de la médiumnité. Je suis assurée que certains de nos téléspectateurs pourraient se poser la question. Est-ce qu'il peut être question de ça dans la méditation de transmission? Non. C'est-à-dire qu'au départ, on ne demande pas aux gens d'avoir un talent de médium, pour ceux qui pratiquent la méditation. Et l'énergie qui nous est envoyée, ce n'est pas les qualificatifs qu'on emploie pour que cette énergie nous soit envoyée. On dit les maîtres nous envoient cette énergie-là. Comme ils l'envoient de façon non discriminatoire à travers le monde. D'accord. Mais l'énergie qu'ils choisissent de nous envoyer au groupe qui pratique la méditation de transmission, c'est une énergie plus intense, si on veut. C'est pour ça que plus le groupe est important, plus les maîtres peuvent décider d'envoyer plus d'énergie, sachant que les gens qui la pratiquent peuvent recevoir cette énergie. Autrement dit, il n'y a aucun danger, parce que l'énergie ne nous est jamais envoyée dans une quantité qu'on ne pourrait pas supporter. Donc, il n'y a aucun problème à ce titre-là. Sauf que plus on est nombreux, plus il y a l'énergie qui nous est envoyée, donc c'est plus efficace comme méditation. Et en même temps, évidemment, si on la pratique souvent, on est en mesure de recevoir plus d'énergie, d'être en mesure de se centrer plus facilement pour que cette énergie-là circule. Autrement dit, si on n'était pas centré, il n'y a pas d'énergie qui passe. En étant centré, c'est comme le canal qu'on ouvre. Si on n'est pas centré, c'est comme on a fermé le canal. Si on est centré, on a ouvert le canal, l'énergie passe. D'accord. Et ce faisant, évidemment, on en tire un bénéfice. Forcément. Ah oui, j'en venais à ça. Donc, on a un bénéfice personnel, même si ce n'est pas une méditation personnelle. Voilà, vous avez raison. Alors, c'est vraiment une activité qui est vraiment magnifique parce qu'on rend service, puis on se récompense en même temps. Alors, on rend service, oui, parce qu'on laisse passer l'énergie qui est envoyée là où ces êtres-là désirent que ça puisse profiter à l'humanité. Donc, évidemment, on peut imaginer
plutôt dans la région où l'énergie est envoyée par le groupe de la région concernée, mais on ne sait pas, ça peut être aussi autre chose. Mais en même temps, l'énergie qui nous est envoyée, qui passe à travers nous, effectivement, elle demeure, cette énergie-là, demeure dans le sens qu'elle ajoute à notre propre énergie personnelle. Donc, on est stimulé par cette énergie-là. Donc, ce que l'on fait dans notre quotidien, et spécialement lorsqu'on rend service, on le rend mieux, on a une capacité plus grande à le faire, et en même temps, on assimile les valeurs de l'ère du Verseau encore plus rapidement, si on veut, qu'une autre personne qui ne pratiquerait pas ça. Je ne veux pas faire de discrimination, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus propice à ça. Donc, on est déjà, de toute façon, le fait de faire la méditation en groupe, on est déjà dans l'énergie de l'ère du Verseau, comme je le disais, où on va travailler en groupe. Alors, la méditation de transmission, c'est un bon exemple de travail de groupe. D'accord. Et il peut y avoir une aide concrète à certaines parties du monde ou à certains groupes de personnes qui en auraient besoin. Absolument, absolument. Et donc, ce n'est pas à nous à choisir. On ne choisit pas sa cible en disant, là, il y a eu tel événement, on va envoyer là. C'est les mêmes, ces gens-là qui nous envoient l'énergie, qui vont en décider. On leur fait confiance et on est là pour rendre service. Alors, donc, c'est tellement vrai que Benjamin Crème, qui a écrit, puis il y a un livre d'ailleurs qu'il a écrit sur le sujet, qui s'appelle La transmission, que vous pouvez vous procurer, que vos éditeurs peuvent se procurer. Dans ce livre-là, il nous a donné beaucoup de détails sur ce que c'est vraiment que la méditation de transmission. Et entre autres, ce qu'il nous dit, c'est que c'est le meilleur outil de développement personnel. Autrement dit, tout en rendant service, vous êtes tellement stimulé, vous donnez un potentiel encore plus grand pour vous réaliser vous-même. Ce qu'on appellera la réalisation du soi. Le soi, c'est notre âme. Notre âme vient pour se réaliser à travers nous. Alors, notre personnalité doit refléter notre âme. Alors, c'est plus ou moins vrai selon notre niveau d'évolution. Alors, plus une personne est évoluée, plus effectivement l'âme part directement sans obstacle. Autrement dit, la personnalité, qui est ce que certains appellent l'ego, peut créer un obstacle en voulant s'opposer à ce que l'âme voudrait bien qu'on fasse. Et quand on s'incarne, on a décidé un peu ce qu'on voulait faire. Alors, encore faut-il que notre ego puisse effectivement s'associer à l'âme pour réaliser ça. Alors, donc, par la méditation de transmission, l'ego devient aussi plus facilement au service de l'âme. Pourquoi? Parce que le potentiel de cette énergie-là stimule tout, y compris l'ego, en acceptant l'idée que cette démarche-là se fait et doit se faire dans le cadre de notre propre réalisation, qui est appelée, puis qu'on retrouve dans beaucoup de livres, la réalisation du soi. Donc, autrement dit, lorsqu'on a atteint la réalisation parfaite du soi, qu'on devient des êtres parfaits, le principe de la réincarnation s'arrête, dans le sens qu'on n'a plus besoin de s'incarner. On passe à autre chose. Bien, écoutez, c'est vraiment intéressant. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs? Est-ce que vous avez des références, d'autres références que vous n'avez pas nommées? Ou, Oui, d'abord le livre dont je parlais il y a un instant, de Benjamin Crème, qui s'appelle La transmission. Mais pour ceux qui, sans acheter le livre, voudraient simplement avoir un peu plus de détails, il suffit d'aller sur notre site. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, dont la méditation de transmission. Donc le site, encore une fois, c'est taraquebec.org. Là, les gens auront un bon bagage. Si les gens ont des questions, ils nous écrivent aussi par l'intermédiaire du site. Vous êtes appelés à le faire. Et aussi, effectivement, de pratiquer cette méditation-là. Alors, sur notre site, vous avez la liste des groupes qui existent au Québec. Celui de la région, j'ai les coordonnées ici, je pense. Le numéro de téléphone, je vous le donne tout de suite. Il suffirait à vos auditeurs de prendre note du numéro suivant, qui est le 819-364-3724. Alors, c'est l'endroit où se pratique cette méditation-là dans la région. Il suffit aux gens d'appeler là pour connaître l'adresse et de bien comprendre où ça se fait, à quel jour, à quelle heure. Et évidemment, c'est une expérience à faire. Alors, même si les gens ne sont pas nécessairement prêts à méditer chaque semaine, ce qui n'est pas demandé, puisque chacun est libre de le faire, c'est un début. Puis souvent, les gens qui débutent veulent continuer. Et les groupes grossissent de cette façon-là. Alors, exemple, à Montréal, il y a plusieurs groupes et ces groupes-là se réunissent chaque semaine et le nombre grossit de plus en plus. Alors, on imagine que
le travail que les maîtres veulent réaliser ou que ces gens-là veulent réaliser à travers nous se réalise de plus en plus. Et comme autre information, évidemment, il y a toujours la possibilité en plus de la pratiquer, d'en parler aux autres. Et ce que j'oubliais de dire, c'est la méditation, comme je disais, on a parlé de la technique, de commencer avec le centrajna, mais d'une façon pratique, la méditation se commence par la lecture d'un texte qu'on appelle la grande invocation. Et plusieurs de vos auditeurs peut-être connaissent déjà ce texte-là, la grande invocation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je ne sais pas si on pouvait prendre quelques minutes pour nous Oui. parler de ça, parce que je ne suis pas certaine que beaucoup connaissent la grande invocation. C'est ça. Alors, la grande invocation, effectivement, on ne sait pas d'où ça vient. En général, c'est ce qui se passe. Mais en réalité, c'est un texte écrit par Maitreya, dont on parlait, qui nous a été connu par l'intermédiaire du livre d'Alice Bailey, qu'elle a écrit en 1945, dont le titre était « Le retour du Christ ». Et c'est là qu'elle a fait connaître ce texte-là. Et depuis, ce texte-là est diffusé à travers le monde et beaucoup de gens le connaissent, encore une fois, sans savoir qui a écrit. C'est un court texte. C'est pas une prière, c'est une évocation, donc c'est déjà différent. Et c'est le texte qui sera connu de plus en plus et diffusé dans l'ère du Verseau qui s'en vient. On peut même dire pour certains que ça pourra être ce que Notre Père a été pour l'ère du Poisson et qu'on connaît bien et qui est toujours là. Ça serait l'équivalent, si on veut, de ce côté-là. Alors, mais la méditation de transmission débute en lisant ce texte-là. Donc, chacune des personnes a le texte devant les yeux et on le lit en groupe. Et évidemment, les gens, au fur et à mesure qu'ils le font, connaissent ce texte-là maintenant par cœur. Alors, c'est plus facile, mais c'est le début de la méditation de transmission. Et après, la méditation de transmission se fait en silence, jusqu'à temps que les gens quittent à leur rythme et qu'on arrive au dernier méditant qui arrête et que la méditation s'arrête de cette façon-là. J'aurais une dernière question. S'il y a des gens qui seraient intéressés à tenter l'expérience de la méditation de transmission, mais qui n'adhèrent pas nécessairement à tout l'enseignement, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Oui, ils sont bienvenus au départ. Parce que, de toute façon, évidemment, il n'y a aucun prérequis qu'on demande aux gens qui viennent faire cette méditation-là. C'est une expérience que ces gens-là sont appelés à faire. Et c'est à eux de juger. C'est une expérience qui leur sied ou non et qui s'en tire un bénéfice. Nous sommes certains, par tout ce qu'on a expérimenté soi-même et par ce qu'on a lu aussi, entre autres dans le livre de méditation de transmission de Benjamin Crème, que c'est un acte de service et qu'on en retire un bénéfice. Alors, c'est à vos auditeurs de faire leur propre expérience et de faire leur propre choix. Et au départ, il n'y a pas de prérequis, encore une fois, et que c'est à chacun de prendre sa décision. Bien, un grand merci, M. Tremblay. C'est un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Peut-être. Au revoir. On verra.